Bonjour à tous. Alors donc, dans notre groupe de travail, donc, du numéro 2 sur l'accompagnement au changement, étaient représentés, alors il y avait des représentants d'associations, des gestionnaires d'établissements et services, des cadres, des directeurs, du médico-social. Il y avait des médecins du secteur sanitaire, également médecins du conseil départemental et représentants également de l'ARS. Voilà, pour vous brosser un petit peu. L'état d'esprit de cette matinée et début d'après-midi très positif. Hein. On ne s'est pas battu. On a essayé de travailler en bonne entente. Hein. On brainstormait. Alors, pour introduire un peu mes propos, l'accompagnement au changement, nous l'avons pensé avec un leitmotiv clair, qui est celui du décloisonnement des secteurs sanitaires, médico-social, éducation nationale, libéraux, et je rajoute, et nous avons rajouté famille, et oui, c'est un secteur, la famille, et ceci pour les enfants et pour les adultes avec autisme. Donc les 3 points que je vais vous présenter, ils sont vraiment vus avec cette idée de décloisonnement. Alors notre première idée, ça a été celle, et peut-être on a passé beaucoup de temps là-dessus. Et moi, je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous l'expliquer parce que ce n'était pas forcément complètement décidé, puisque je pense que cette première idée, elle ferait l'objet d'une vraie réunion de travail avec plusieurs heures de travail. Donc cette idée, c'est l'idée d'une plateforme identifiée de proximité, donc nos collègues du groupe 1 en ont parlé également, afin de partager des compétences et des ressources. Je crois qu'aujourd'hui, on est nombreux à avoir de bonnes idées. Maintenant, il faut les partager. Et si on veut qu'il y ait ce fameux décloisonnement, il faut que ça ne se limite pas à des données qui sont réservées au médico-social, qui sont réservées aux sanitaires, qui sont réservées à l'éducation nationale. Il va falloir qu'on arrive à travailler ensemble. Donc une plateforme, alors est-ce qu'elle serait numérique? Est-ce qu'elle serait pilotée par des groupes de travail? Voilà. Ça, c'est encore une question en suspens. Le deuxième point qu'on a voulu aborder pour l'accompagnement au changement des pratiques, eh bien, c'est l'articulation entre la formation et la supervision. C'est que souvent, on parle formation et on parle supervision. Alors, premier point, il faudrait que dans ce 4e plan autisme, on fasse un effort de définition de ce qu'est la supervision, parce que le terme est souvent un peu galvaudé en fonction du secteur dans lequel il est utilisé. Donc, je pense que cette définition de la supervision est absolument indispensable. Donc il faut vraiment, c'est la proposition de notre groupe, penser les plans de formation en coexistence avec des actions de supervision. On voit bien qu'on dépense beaucoup d'argent sur des plans de formation. On sait aussi que les professionnels retiennent que quelques pourcents, 10% je crois, des plans de formation. Si on n'a pas de supervision associée à ces plans de formation, je dirais que la formation elle tombe un peu à l'eau. Donc il faut vraiment penser les deux ensemble. Alors la formation, on a évidemment parlé, mais comme je pense tous nos collègues, de la formation initiale. Hein, je pense qu'il va falloir repenser, mais ça, je pense que c'est aussi en route les formations initiales de l'ensemble des professionnels. Et la formation continue, alors pas seulement pour les équipes, mais également pour les cadres, hein, et bien associer systématiquement les cadres. Si on parle de supervision, alors supervision des équipes avec cette notion d'accompagnement, enfin de supervision des pratiques concrètes, donc démonstration de techniques auprès des équipes. Et si on parle de supervision des cadres, là on va plutôt accompagner ces cadres sur la conduite du changement. Et tout simplement pour éviter, c'est ce qu'on a repéré hein, dans les exemples qu'on a pu donner, des injonctions souvent contradictoires entre ce que les équipes perçoivent en supervision et ce que la hiérarchie est prête à assumer. Donc pour éviter ça, eh bien, il faut que tout le monde soit supervisé. Le 3e point, c'est soutenir l'implication des parents. J'ai envie d'insister sur ce 3e point. On avait vraiment envie, c'est un peu ce qui ressortait de nos propos, que cette implication des parents, elle soit plus optionnelle, qu'elle soit automatique, systématique, que ce ne soit plus une question. Développer la coopération parents-professionnels, et encore une fois, dans tous les secteurs. Absolument dans tous les secteurs. Alors, sur cette partie-là, implication des parents et coopération, on a pensé reconnaissance et recherche de l'expertise des parents. Beaucoup de professionnels s'accordent à dire qu'il y a une énorme expertise des parents. Quelquefois, c'est une intuition, mais qui est une intuition experte qu'il faut entendre quand on est professionnel. Et ça va contribuer à l'accompagnement au changement des pratiques. C'est aussi la priorisation conjointe des objectifs du projet personnalisé. Ça ne marchera que si la famille est complètement partie prenante de ce projet personnalisé. Et ça vaut pour les enfants et pour les adultes.
La nécessaire implication de la famille. Tout ne se joue pas du côté professionnel. Il faut également que les parents prennent complètement part au projet de son enfant ou de son adulte. Là, on était vraiment sur une implication. Certains de notre groupe ont parlé de traitement, c'est-à-dire là, moi, on se met un peu en désaccord, en porte-à-faux par rapport à ce qui a été dit dans le premier groupe. Là, l'implication, elle est technique. Hein, on est vraiment sur un traitement éducatif. Et on sait que même si les professionnels mettent énormément d'efforts et de technicité à accompagner cet enfant ou cet adulte, si la famille ne suit pas, ça ne marche pas. Donc l'implication, elle va au-delà de être d'accord, pas d'accord. C'est vraiment devenir acteur de l'accompagnement de cet enfant. Ouais. Et en dernier point, la formation et la guidance parentale avec la démonstration de gestes techniques. Et là aussi, on a pu proposer des exemples concrets, par exemple de filmer ces guidances parentales, qu'on ait une bibliothèque de données, que les parents puissent s'en servir à la maison tranquillement quand ils ont le temps. Alors pour conclure, la condition de réussite, et ça c'est vrai pour tous les 3 points qu'on a évoqués, eh bien c'est l'engagement des acteurs évidemment, c'est le portage institutionnel qui implique l'ARS, conseils départementaux, l'éducation nationale, et puis enfin ça ne marchera qu'à partir du moment où on contrôlera la qualité de ce que l'on propose.